Ça y est? C'est bon, ça. Ça y est, on est filmé. Donc, Virginie Alzard, j'ai créé l'entreprise Ethicadour tout récemment, suite à une quinzaine d'années d'expérience dans les systèmes de management qualité, sécurité, environnement, afin d'accompagner, alors ma particularité, c'est d'accompagner en temps partagé des TPE, PME dans le domaine management qualité, sécurité, environnement. Voilà, donc m'adapter sur des petites structures et donc aller plutôt vers des systèmes intégrés qualité, sécurité, environnement de fait de mon expérience. Pour cela, je fais partie d'un réseau de qualiticiens, on va dire, labellisés TPE, PME qui se montent en France. J'assure aussi des formations, évidemment. Mon objectif est de transférer mes compétences de façon à ce que la PME puisse ensuite être complètement autonome. Donc formation soit du dirigeant ou du pilote interne à la démarche qui n'a pas forcément les connaissances initiales. Pour les aspects sécurité, je suis notamment reconnue IPRP, intervenant prévention des risques professionnels par la Directe Aquitaine. J'interviens aussi à l'IUT de Bayonne dans le cadre des formations génie industriel et maintenance et au sein de la licence professionnelle écologie industrielle où là je forme des jeunes étudiants que j'essaye de motiver aux enjeux de l'avenir. Et ensuite, je peux réaliser des prestations de conseil, mais sachant que ce n'est pas ma vocation première, ponctuellement, on va dire, pour faire réfléchir les dirigeants, ou alors, une fois que le système est bien en place, pour apporter un regard extérieur au système d'organisation. Donc, j'ai construit ce diaporama pour vous présenter ce qu'étaient les normes de management, parce que je ne savais pas qui allait venir et quel était le niveau d'information. Normes de management qui peuvent être certifiées. Donc, normes de management qualité, sécurité, environnement ont évidemment des points communs. Donc, le système qualité, lui, va être orienté vers le client. Sa vocation première, satisfaire son client. Les premières entreprises qui ont été certifiées en France ont été sur des systèmes qualité de par des exigences de clients. On parle beaucoup notamment de la norme ISO 9001. Et ensuite de tous ces dérivés en fonction des secteurs d'activité. Les systèmes qualité se focalisent sur le respect du contrat, des cahiers des charges avec le client. Les systèmes de management sécurité santé au travail, eux, concernent la protection, la satisfaction du personnel et des autres parties intéressées. Donc on entend sous autres parties intéressées, notamment tout ce qui est représentant du personnel, délégués, CHSCT notamment. Le système environnement, donc la sécurité et la santé, ce n'est pas des normes ISO, ce sont des normes OHSAS 18001 ou ILO, et l'environnement, norme ISO 14001, qui, elle, vise à ce que l'organisation ait le moins d'impact possible sur l'environnement, impacte le moins possible ses parties intéressées, dont le voisinage, la commune en particulier. Donc, quels sont les points communs de ces trois systèmes ? Ils sont tous les trois centrés sur la roue de Deming, qui a 4 parties. La partie planification, donc je prévois mon organisation. La partie d'où faire, en respectant ce que l'on a planifié au préalable. Check pour le contrôle, donc on va mesurer, on va prouver que ce qu'on met en place est suivi. Et ensuite, l'amélioration, donc on agit, on améliore. Sachant qu'une entreprise qui s'engage vers ces systèmes-là, qui peut d'ailleurs viser une certification, va commencer à un niveau donné et doit s'engager à évoluer, à s'améliorer dans le temps. D'accord ? Elle n'est pas forcément parfaite lorsqu'elle est certifiée la première année. Donc on va décomposer chaque quart. Donc la planification déjà va reposer sur l'analyse des risques de l'organisation. Donc risque évidemment sécurité, puisque déjà c'est une obligation réglementaire depuis 2001 d'établir son analyse des risques professionnels. Risque sur l'environnement, quelles sont mes activités qui ont un impact sur l'environnement et à quel niveau, à quel degré. Mais aussi analyse
de ces risques qualité, c'est-à-dire de non-conformité produit ou d'insatisfaction client. Sachant que la norme ISO 9001 n'a pas des exigences très poussées sur l'analyse des risques qualité, contrairement aux deux autres normes, accès, environnement et sécurité. Il faut aussi identifier ces exigences applicables. Donc on entend par exigence évidemment tout ce qui est exigence client, mais exigence aussi partenaire, comme par exemple des assureurs, et exigence légale, exigence relative au territoire. Donc par exemple, si je suis dans une zone Natura 2000, eh bien évidemment je vais devoir prendre en compte les règles relatives à cette zone Natura 2000. Je dois planifier mes activités. Donc l'avantage d'un système de management, c'est qu'au début, on va se poser et on va réfléchir à notre mode de fonctionnement. Est-il optimum? Est-il adaptable au regard notamment des autres pratiques, des demandes de nos clients ou nos parties prenantes actuelles et des demandes à venir? Donc on va déjà commencer à identifier ces processus clés et à les planifier dans le temps. On va demander aux dirigeants d'établir sa stratégie, donc par voie écrite, et de la communiquer. Donc savoir où il veut aller et informer évidemment ses salariés. Donc ça va être vraiment très important dans une démarche, parce que ce n'est pas forcément une évidence de savoir dans une entreprise où on veut aller. Alors dans l'année, ce qu'on va faire, on le sait, à 3 ans, c'est plus facile, à 5 ou 10 ans, c'est déjà plus difficile. Donc ça, c'est un élément très fort des systèmes de management qualité, sécurité, environnement. À partir de ces 4 données d'entrée, on va définir un programme d'amélioration. Ce programme va être adossé à des objectifs et cibles, qui permettra notamment d'évaluer l'efficacité du système mis en place. La partie réalisation va débuter notamment par la formation, donc formation du dirigeant s'il a besoin, formation du pilote de la démarche ou de l'équipe d'encadrement et sensibilisation de l'ensemble du personnel. Il ne faut pas uniquement dire au personnel voilà, on va mettre en place un système de management, déjà il ne va pas trop savoir ce que c'est, ou alors je veux me certifier, il va falloir lui expliquer pourquoi. Il va falloir notamment lui expliquer quelle est la politique et où veut aller l'entreprise. Donc ça peut donner un coup de boost dans la motivation des salariés de l'organisme. On va s'engager à communiquer en interne, en externe aussi, nos résultats. On va devoir gérer la documentation. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ça. Les normes, notamment la norme ISO 9001, avaient une mauvaise réputation de créer énormément de documentation. Il faut savoir qu'il n'y a que 6 procédures ou 6 thématiques de procédures obligatoires, ce qui est très faible. Donc, il faut vraiment adapter la documentation à ce qui est strictement nécessaire, d'accord ? C'est-à-dire écrire ce qui est nécessaire pour former le personnel, pour remplacer du personnel, pour maîtriser les risques, mais il ne faut pas vouloir tout écrire, d'accord ? Et ça peut être écrit de façon simple. Il faut voir la documentation comme utile. Si on a un document concret qui n'est jamais utilisé, on peut le supprimer. On va mettre en place ce qu'on a défini, donc on va maîtriser ces activités, notamment par la maîtrise opérationnelle nécessaire pour prévenir les risques sécurité et environnementaux. Et aussi, point intéressant, on va gérer les situations d'urgence. C'est-à-dire qu'en fonction de notre analyse des risques, on va regarder quelles sont les situations que l'on doit définir pour éviter d'avoir un impact soit sur notre client, sur l'environnement ou la sécurité. Et ça, si on ne met pas en place un système de management, ce n'est pas forcément une évidence. D'accord ? Donc, par exemple, sur un site de production, si on a un équipement qui est très sensible, s'il est en panne, on ne peut plus livrer le client, par exemple, et il va falloir établir un plan de continuité d'activité. D'accord ? Alors, ce n'est pas ce qui est dit exactement dans la norme, mais on doit établir les situations d'urgence, en tous les cas pour la partie environnementale et sécurité, et on peut le dupliquer après en matière de qualité. La partie contrôle. Donc, pour prouver qu'on va s'améliorer, évidemment, on va devoir surveiller ses activités et sa performance, notamment par l'intermédiaire des indicateurs que l'on aura définis pour suivre notre programme d'amélioration et des cibles qui auront été établies. Donc, pour prouver que dans le temps, ce que l'on a mis en place est bien utile. On va gérer nos non-conformités, donc évidemment, retour d'insatisfaction de clients, mais aussi non-conformité en matière de rejet, accident de travail, etc. On va capitaliser ces retours d'expérience, on va pouvoir mettre en place des actions correctives, voire des actions préventives.
Les systèmes de management ISO demandent aussi à ce que l'on audite en interne ses activités, donc par l'intermédiaire d'une équipe d'auditeurs internes formés à cet effet. Donc ça c'est pareil, c'est un point très positif. Ça va permettre aux auditeurs, sur le principe, on espère, du volontariat, de pouvoir aller voir dans les autres services comment on fonctionne et de favoriser aussi la communication, de mieux se comprendre entre clients internes d'activités ou de processus. Et donc ça peut permettre une certaine transparence, un certain dialogue et d'apaiser des fois des tensions. Et dans la partie amélioration, donc là je vous ai parlé des actions correctives et préventives. Donc correctives pour éviter qu'une anomalie réapparaisse, ou préventive, encore mieux. J'imagine que je risque d'avoir un souci, je mets en place des actions de prévention. On va analyser toutes les données qui sont dans le système, notamment pour réaliser une revue de direction qui est souvent annuelle, mais c'est pareil, ce n'est pas les normes qui le précisent. Donc toutes les données de ce qui s'est passé, les évolutions réglementaires, évolution de nos clients, nos indicateurs, nos taux de satisfaction de nos parties prenantes, dans l'objectif de revenir sur la planification, d'établir un nouveau programme, et là on reboucle et on s'améliore petit à petit. Alors les normes de management, ça sert à quoi? Alors pour moi, on le décompose en 4 thématiques. Ça va servir à maîtriser les risques, à communiquer, à améliorer la performance et à développer l'organisation, développer l'organisme. Alors maîtriser les risques, donc on va diminuer forcément les sources d'insatisfaction, puisqu'on va définir un mode de fonctionnement opportun. On va énormément structurer l'organisation et l'entreprise, et donc on va s'engager notamment à des délais de réponse, à des réclamations. Progressivement, on va avoir des taux d'insatisfaction qui vont diminuer. On va pouvoir aussi viser ensuite, au-delà d'un taux de satisfaction de nos clients, un taux de fidélité. On va prévenir les risques sécurité et santé au travail par vraiment l'animation de ce document unique, donc cette analyse des risques professionnels obligatoire. Aujourd'hui, le Code du travail définit énormément de choses. Ceci dit, l'appliquer, ce n'est pas non plus évident tellement il est lourd, on va dire. Et donc, un système de management sécurité et santé au travail peut aider à la mise en place du Code du travail. Réduire les impacts environnementaux, puisqu'on va faire une analyse qui va nous permettre de coter nos impacts, et donc on va cibler les actions en fonction de nos impacts les plus importants, dits impacts significatifs. Et par voie de conséquence, on va aussi limiter les risques sociaux et financiers. Donc risques sociaux, notamment parce que ces systèmes incitent au dialogue, et risques financiers, parce que quand on fait de la prévention environnementale, on réduit ses coûts de gestion environnementale, et parce que aussi on va diminuer notamment ces accidents du travail et donc les coûts associés. À partir du moment où on aura mis en place une organisation efficace, on va aussi évidemment améliorer la productivité de l'entreprise. Alors la communication par une garantie de transparence des résultats, même si ces normes, contrairement à d'autres normes, par exemple EMAS, n'obligent pas pour l'ISO 14001 à communiquer en extérieur, puisqu'on a l'outil pour le faire, pourquoi ne pas en profiter, pour créer un climat notamment de confiance avec le voisinage, avec les élus. Donc ça c'est d'autant plus important sur des installations à risque environnementaux importants ou à risque sécurité, comme notamment des installations Céveso. Comme je vous l'ai dit, on va améliorer la communication interne. Généralement, ces systèmes de management voient pour conséquence des journaux internes, des tableaux de bord qui vont être affichés, des boîtes à idées qui garantissent l'amélioration. Donc tout ça permet de faciliter la transparence en interne. Et on va aussi préserver son image ou sa marque. D'accord ? Donc tout cela dans le but d'éviter d'avoir un gros problème un jour qui pourrait notamment être médiatisé. L'amélioration de la performance, on va être habitué avec ces systèmes de management à surmonter les obstacles. Donc tout est perfectible, nul est parfait, c'est inscrit dans les systèmes de management, l'obligation d'amélioration continue. Donc quand il y a un problème, ce n'est pas grave, on se concerte juste pour essayer d'être le plus efficace possible et pour l'améliorer le plus rapidement, pour le résoudre le plus rapidement possible. On va réduire ses coûts, donc ça je le disais, notamment lié à la maîtrise des risques. Ça va nous permettre d'être réactifs
notamment en cas de situation en marge dégradée ou de situation accidentelle, situation d'urgence. Vu qu'on aura réfléchi en amont sur les modes opératoires, le jour où l'incident arrive, on sait tout de suite comment réagir. Et on va aussi notamment réfléchir à la communication avec la presse. Ça prend. Et donc quand on l'a anticipé, ça se gère très très facilement. Et on va améliorer le suivi des indicateurs aussi par ces systèmes de management. L'objectif étant d'avoir des indicateurs aussi bien financiers que environnementaux ou sociaux. Ces systèmes vont garantir un développement. Donc les normes ISO 14001 et OH 18001 demandent à ce que soit réalisée une veille réglementaire. Évidemment, pour la partie qualité, il faut aussi veiller aux obligations réglementaires relatives aux produits. Ça va permettre à l'entreprise d'anticiper, d'accord ? Et ça peut être un levier notamment de croissance verte quand on se sert de la veille réglementaire environnementale pour améliorer ses services, prestations ou produits. Ça va donc encourager l'innovation et permettre un développement très sereinement puisqu'on aura structuré l'entreprise pour le faire. Alors, au-delà de nos parties intéressées, clients, salariés pour la sécurité, voisins, État, collectivité pour l'environnement, un système de management peut très bien être un outil de mise en place d'une stratégie de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises. Puisque ça va être facile de toucher les fournisseurs. L'ISO 9001 d'ailleurs les associe à la démarche. On doit évoluer nos fournisseurs s'ils sont capables de répondre à nos demandes toujours pour satisfaire notre client. Mais au-delà, on peut aller un petit peu plus loin et discuter avec nos fournisseurs pour vraiment créer une relation vraiment gagnante-gagnante. On a aussi les actionnaires qui ne sont pas pris en compte dans les trois systèmes de management qualité, sécurité, environnement et qui sont les seuls en réalité qui sont exclus et qui peuvent être aussi pris en compte dans ces systèmes. Il n'y a pas besoin de créer d'outils supplémentaires. Ces systèmes permettent d'appréhender et d'intégrer notamment la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations. Avec au centre toujours la gouvernance, donc le pilotage de l'entreprise, et son organisation, puisque c'est la première vocation des systèmes de management. Alors, quels sont les prérequis d'un système de management ? Alors, j'en ai mis 3, peut-être que vous en verrez d'autres. Le premier, c'est l'implication de la direction. Si on n'a pas une direction impliquée, ça va être un petit peu du gâchis de mettre en place un système de management, puisque ça va prendre du temps, ça va mobiliser les ressources internes. Il est difficile de mettre en place une certification en moins d'1 an, ou alors sinon c'est pas très très sérieux. Donc il faut que la direction y croie fondamentalement, et il faut qu'elle soit aussi très claire dans ce qu'elle veut faire de l'entreprise à moyen terme. Donc sans cela, évidemment, les salariés seront obligés de suivre s'il y a une vocation d'être certifié, mais ensuite ça risque de vraiment bien diminuer la motivation de remonter un peu avant l'audit, etc. et de faire un mouvement oscillatoire. Il est obligatoire aussi de définir un pilotage de la démarche, d'identifier un pilote pendant la mise en place du système, mais aussi après, pour le faire vivre. Donc ça peut être effectivement un responsable qualité, sécurité, environnement, ça peut être aussi un responsable de production, il n'y a pas d'exigence particulière là-dessus. Ce pilote, évidemment, il faudra le former aux exigences des normes. Et ensuite, il faut partir pour savoir où on va sur la réalisation d'un audit initial par rapport au référentiel normatif pour se rendre compte un petit peu du travail que l'on a à réaliser et notamment aussi des investissements. Puisque en matière de sécurité, si on a tout notre parc machine qui est non conforme, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça peut avoir comme impact financier pour l'organisation de s'engager dans un système de management et surtout de certification derrière. Sachant que, comme j'ai dit au début, on démarre sur un point donné, mais il faut être sûr qu'on ait les moyens quand même de ces ambitions. Alors, quelles sont les contraintes ? Alors déjà, je vous ai dit, il faut une motivation du dirigeant, il va falloir aussi une motivation des troupes derrière. Les salariés, ça ne va pas être forcément très compliqué de les motiver. Alors surtout si on leur parle d'environnement, c'est dans l'air du temps, c'est peut-être le sujet le plus facile pour mobiliser. La qualité, c'est quand même la logique puisque c'est ce qui va faire vivre l'entreprise. La sécurité, c'est des fois un petit peu plus ardu.
puisque quand on a des salariés qui vivent au milieu de risques ou de dangers, pour leur équilibre psychologique, ils vont avoir tendance à les nier. Donc bon là, on comprend bien que c'est bien d'agir pour leur santé, mais au niveau implication au quotidien, ça va pas être si simple que ça. Il faut, par contre, ah oui, donc les salariés, pour moi, c'est pas le plus gros problème de la motivation. Ce qui va être plus compliqué, des fois, c'est de motiver l'encadrement, puisque ces démarches vont quand même inviter au changement. Et donc, va forcément impacter l'encadrement. D'accord ? Donc, c'est des fois plutôt dans l'encadrement qu'on peut avoir des récalcitrants à la démarche. L'implication du groupe de projet, évidemment. Donc, pour l'impliquer, il faut lui expliquer, il faut le former, il faut aussi lui allouer les moyens nécessaires à la mise en œuvre, pour pas qu'il soit en saturation complète de travail, et aussi de suivi, pour que ce soit pérenne dans le temps. La gestion documentaire, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, elle doit exister. Il faut la voir de façon la plus minimaliste possible. Ça, c'est mon opinion, mais des fois, quand on a des systèmes qualité qui s'essoufflent, c'est parce que c'est très très lourd de faire vivre la documentation, d'avoir tout le temps la documentation à jour. Et si c'est le cas, c'est que c'est pour moi trop lourd, d'accord ? Bon, sachant qu'on doit faire une revue documentaire annuelle, donc voilà, si notre documentation est pas à jour à l'instant T, c'est pas dramatique en soi. Et ensuite, une contrainte, c'est que le retour investissement n'est pas forcément immédiat. Bon, il peut être assez rapide pour la gestion des impacts environnementaux, mais il va falloir compter quand même 3 ans pour vraiment arriver à avoir le retour sur investissement. Alors tout à l'heure, on parlait aussi de l'intérêt avec Ramucho pour les clients. Est-ce que d'être certifié, ça va nous amener plus de clients ? Ça aussi, c'est une question. Ça va peut-être ne pas être certifié, peut-être nous permettre de ne pas en gagner de nouveau, mais bon, à voir. Ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure. Alors, la certification, pourquoi pas ? En général, les entreprises qui ont mis en place des systèmes de management déjà qualité l'ont fait sous la demande, sollicitation, voire la contrainte de leurs clients. Donc là, je parle notamment du secteur automobile. Ils ont été contraints de se certifier. Donc, ça va permettre de parler d'un dialogue commun avec nos clients, d'accord ? Un client qui est certifié, l'entreprise certifiée, on sait comment on est organisé. Ça permet de donner confiance et aussi de garantir une certaine efficacité et réactivité. C'est une garantie d'amélioration continue, d'évolution, d'accord ? Donc même par rapport sans parler des insatisfactions de clients, mais par rapport aux attentes futures, ça permet aux clients de se dire que l'entreprise peut se préparer à des évolutions dans les cahiers des charges, etc. Ça va permettre de responsabiliser, de mobiliser. Les certifications permettent d'avoir des échéances, d'accord ? Donc une fois qu'on a le diplôme, entre guillemets, on va avoir un audit annuel. Donc là, c'est ce qui va permettre aussi, notamment au niveau des récalcitrants, de maintenir le système en état, on va dire. Ça va permettre d'apporter une vision externe, donc par l'audit de certification. L'auditeur va pouvoir aussi, par ses pistes d'amélioration, vous donner des idées de meilleures pratiques qu'il a pu observer ailleurs. Et donc ça peut être une plus-value importante d'audit de certification. Et ça va garantir aussi la pérennité de la démarche. Pour le dirigeant, c'est plus facile de mettre en place un système de management certifié parce qu'il a toujours la pression annuelle qui tombe pour garder le niveau. D'accord ? Les contraintes. Alors les temps d'audit, puisque selon la taille de l'entreprise, effectivement, il y a un temps d'audit annuel qui peut être d'un seul jour à plusieurs, une semaine, 2 semaines pour des multisites. Il y a aussi le temps de préparation d'audit, c'est-à-dire que si le système n'est pas vraiment intégré au quotidien des troupes, il va falloir avoir un petit temps de mise à jour. Et pour moi, ça, c'est pas un système dans le coup qui est efficace et qui se sert de la roue de Deming à son optimum. On va avoir un coût annuel aussi de la certification.
Donc est-ce que ce coût, est-ce qu'on observe un retour sur investissement? Et pour moi, est-ce qu'une fois qu'on est engagé dans la certification, on peut revenir en arrière? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arrêter une certification? Aujourd'hui, il y a des groupes qui le font, qui mettent en place des référentiels internes. Il faut être très vigilant sur l'implication de s'investir dans une démarche, dans une certification. Si à un moment donné, on arrête tout, ça peut avoir des conséquences importantes. Voilà, je vous remercie. Donc alors, soit vous pouvez me poser des questions, je ne sais pas du tout combien de temps a duré ma présentation, soit on enchaîne sur la vision. On enchaîner et puis on fera les on fera après. Ouais. Je vous rappelle, je suis désolée, dans 10 minutes je peux repartir. C'est pas parce que ce sera pas intéressant, hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà. Mais je regarderai la projection filmée. Donc, je vais me présenter. Tout d'abord, merci à Virginie. Et finalement, nos interventions vont être tout à fait complémentaires. Donc, juste une présentation. Donc, Stéphane Mathieu. Donc, je suis au groupe AFNOR depuis bientôt 17 ans. J'ai un vécu de normalisateur, puisque j'étais responsable des commissions de normalisation ISO 14001 lorsque la norme ISO 14000 a été publiée. Puis j'ai suivi tout le process de révision de la norme ISO 9000 version 2000, qui était à l'époque une révolution, puisque la norme, je dirais, devenait enfin managériale. Et puis donc j'ai suivi également les discussions internationales sur faut-il ou non normaliser les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail. Et effectivement, il n'y a pas de norme ISO 18001, hein, il y a une norme britannique, BS OHSAS 2001, et puis les principes directeurs ILO. Et donc j'avais suivi toutes ces discussions. Donc ça c'était il y a quelques années, et donc aujourd'hui je suis donc directeur du réseau régional du groupe AFNOR pour l'ensemble de la France, puis donc désolé, je suis cumulard, hein, je sais que c'est pas très tendance, je suis également délégué sur la région Aquitaine. Alors donc merci à Gère et merci à Adour, hein, pour me permettre de partager avec vous quelques réflexions sur effectivement la certification. Est-ce qu'on en a encore besoin aujourd'hui, hein, de façon un peu provocatrice, j'ai souhaité aborder cette présentation et amorcer un débat avec vous. Parce que c'est vrai que finalement, on a plus souvent des critiques que des louanges, hein, sur la certification. Alors, je dirais, c'est très franco-français, hein. Et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit que si on se pose la question autrement, est-ce que finalement, en France, nous avons une culture de la reconnaissance collective, hein, on peut aborder aussi le débat sur cette manière-là. Si on se compare par rapport à d'autres pays, très sincèrement, on a un déficit de culture de la reconnaissance collective. Et une certification, c'est avant tout une démarche de reconnaissance collective. Alors, ça c'était un petit préambule. Juste se présenter l'AFNOR en un transparent, hein, donc c'est 4 grands métiers, dont 2 qui sont historiques. Donc la normalisation, donc ça c'est une mission qui est d'intérêt général, qui nous a été confiée par l'État il y a un certain nombre d'années, qui consiste à animer le système français de normalisation et qui permet donc de mettre au point toutes ces normes. On a à peu près aujourd'hui 30 000 normes en vigueur. Et ce qui est important de préciser, parce que souvent il y a des idées reçues, hein, sur les normes, c'est obligatoire, c'est fait par... les normes sont réglementaires, les normes sont étatiques. Non, enfin, les normes sont d'application volontaire et elles sont mises au point donc, par un réseau d'experts, je dirais, qui sont issus donc, du monde des professionnels, du monde des pouvoirs publics et du monde de la société civile. Donc on a à peu près 2000 normes publiées par an. Ça c'est quelques chiffres et à peu près donc 1000 commissions actives. Bon, je passe les autres métiers que sont l'édition et la formation, vous avez les données. Et puis on va dire le deuxième métier historique, c'est la certification, hein, et ça va permettre de faire un lien avec notre sujet de ce soir, hein. Certification, donc on certifie aussi bien les systèmes de management des entreprises que des produits, hein, donc la marque NF c'est la propriété de l'AFNOR, que des services, là aussi on a la marque NF. Ici, nous sommes ravis d'être accueillis dans un établissement, une pépinière qui est certifiée NF Service, n'est-ce pas? On certifie également des compétences. Comment? Et ISO 9000. Et ISO 9000, tout à fait. Oui, mais BVQI. Oui,
Mais ça, bon, personne n'est parfait. Hein. Voilà, personne n'est parfait, mais ce n'est pas l'objet de notre débat de ce soir. Au même titre qu'on s'appuie sur des experts pour animer notre système français de normalisation, on s'appuie également sur un réseau d'auditeurs. C'est ce qui fait notre force et notre richesse. Hein. Plus de 1500 auditeurs en France et au niveau international. Donc, œuvre pour je dirais, les systèmes de certification. Donc ça, c'était juste une petite présentation. Alors, juste peut-être en préambule, donc se poser la question, finalement, la certification, de quoi parle-t-on? Je pense qu'il est toujours opportun de se reposer la question sur, finalement, sur quel principe repose la certification. Et alors maintenant, c'est vrai qu'on a tous le réflexe d'aller sur Wikipédia, et donc je me suis amusé d'aller voir sur Wikipédia comment on définit la certification. Et quand vous tapez sur Wikipédia, voilà ce qu'on vous sort. La certification est en droit un processus écrit d'assurance, gage de crédibilité et confiance. Alors, bon, ça, je trouve que cette définition elle est formidable parce qu'elle fait ressortir au moins 3 mots-clés. La notion effectivement d'assurance, hein, la notion de crédibilité et la notion de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un peu de recul, nous sommes malheureusement dans un contexte de crise dont on ne connaît pas la fin. Est-ce que, si on se pose la question finalement, que recherchent aujourd'hui les opérateurs économiques, que ce soit, je veux dire, les donneurs d'ordre, que ce soit, je veux dire, les collectivités territoriales qui peuvent financer des projets d'investissement, ils recherchent tout simplement des sources de confiance. Et la certification en soi est une source de confiance, à condition qu'elle soit menée de façon sérieuse. Si on pose effectivement une définition plus normative de ce qu'est la certification, on mentionne que la certification, c'est une activité par laquelle un organisme reconnu, BIP des parties en cause, donne une assurance écrite comme produit, une organisation, un service, un système de management, une compétence et conforme à des exigences spécifiées. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais c'est l'heure effectivement de questions pour un champion, donc il faut deviner le mot qui manque pour que la définition soit complète. Quel est le mot manquant par rapport à cette définition? Lorsqu'on parle effectivement d'une activité, virgule, BIP des parties en cause. Quel est le mot-clé qu'il faut, qui caractérise finalement le processus de certification? Encore 30. Excellent, bravo. Voilà, monsieur mérite de garder sa certification. Voilà, donc effectivement, c'est la notion d'indépendance qui finalement qui garantit la crédibilité du processus. Et c'est pour ça que souvent on parle de certification par tierce partie, parce que finalement l'organisme de certification, donc tierce partie, sera indépendant donc de celui qui va être certifié, mais aussi du prescripteur, du donneur d'ordre. Hein, donc il faut éviter bien sûr tout conflit d'intérêts. Alors, la crédibilité, je dirais, du processus de certification et donc du certificateur qui anime ce processus sera aussi assurée par ce qu'on appelle l'accréditation. Hein, c'est-à-dire que les organismes certificateurs, si on veut, je dirais, qu'ils soient reconnus et crédibles, il faut qu'eux-mêmes puissent être certifiés. Alors, on ne parle pas de certification, on parle d'accréditation. Et donc, c'est là où on va s'assurer que non seulement le certificateur est compétent, hein, dans son métier de certificateur, mais qu'il est aussi impartial et indépendant. Alors, en France, nous avons de la chance parce qu'il n'existe qu'un organisme d'accréditation, le COFRAC, mais dans d'autres pays, il y a multiples organismes accréditeurs, ce qui ne simplifie pas les choses. Pour comprendre comment tout ça fonctionne, donc nous avons effectivement multiples certifications, hein, des certifications de produits, des certifications de services, des certifications de système de management, mais aussi des certifications de compétences, que ce soit par exemple dans des fonctions qualité, comme certification de compétences pour les auditeurs qualité, alors, soit effectivement par des auditeurs qualité qui viennent réaliser les audits de certification tierce partie, soit on a effectivement, comme Virginie l'a cité, dans les systèmes de management et dans les exigences des normes 9001, 14000, etc., vous devez pratiquer des audits internes. Pour pratiquer des audits internes, il faut des auditeurs internes, qualité ou sécurité environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginez, nous avons plus de 30 000 entreprises certifiées en France, et qu'en moyenne, une entreprise a formé entre 3 et 5 auditeurs internes. Donc on a un gisement d'auditeurs internes qualité, avec un capital, je dirais, d'audit incroyable qui a été réalisé au cours de nombreuses années. Et donc on offre la possibilité, par exemple, pour ces auditeurs qualité internes, de valoriser donc, tout ce capital acquis par le biais d'une certification de compétences. Voilà. Et donc, les organismes certificateurs donc, peuvent donc être accrédités
Et donc en France, c'est le COFRAC. Quand je dis peuvent être accrédités, il est important de repréciser que toutes ces démarches-là sont d'application volontaire. Les normes sont d'application volontaire. La certification, qui est finalement le processus comme quoi je respecte une norme, bah, c'est d'application volontaire. Et l'accréditation, c'est d'application volontaire. Je dis bien volontaire par rapport, je dirais, à une application obligatoire au sens de la loi. Alors, si ce n'est pas la loi qui impose effectivement la certification, c'est le marché, on l'a évoqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises qui s'engagent dans la certification d'entreprise le font par obligation contractuelle. Alors, une petite information, il y a quelques années, on avait mené une étude, et c'est vrai qu'on avait dressé 3 typologies d'entreprises certifiées. Celles qui l'ont fait parce que le marché l'a imposé, bon, dont acte. Deuxième catégorie, celles qui l'ont fait de façon purement volontaire, mais on va dire le projet était porté par le responsable qualité, le responsable QSE, et on va dire il s'est un peu battu, hein, donc il était vraiment persévérant, mais bon, il a fallu qu'il se batte, notamment par rapport à sa direction, par rapport au personnel. Mais bon, comme il est courageux et persévérant, il a réussi effectivement à mettre en place sa démarche. Et troisième catégorie, donc, c'est les démarches qualité impulsées réellement par l'interne et portées par la direction. Hein, le big boss qui dit ok, on y va. Et là, donc, effectivement, il s'engage, il s'implique, hein, et il montre l'exemple. Donc là, c'est la troisième catégorie. Imaginez la pyramide que vous a montré Virginie, ben, on a à peu près la même proportion. C'est-à-dire 60% des entreprises certifiées l'ont fait sous la contrainte, hein, sous le marché. 30% elles l'ont fait de façon volontaire, mais on va dire c'est la fonction QSE qui l'a porté. Et puis donc 10%, hein, à peu près à la louche, hein, ça a été porté par la direction de l'entreprise. Et donc, par rapport à ces 3 typologies, on a démontré que le niveau de performance QSE était, je veux dire, inversement proportionnel. Au plus, effectivement, je veux dire, la démarche est purement volontaire, au plus, le niveau d'obtention de résultats, qualité, sécurité, environnement est meilleur. Donc ça, c'est intéressant, je veux dire, à prendre en compte. Bon, effectivement, si je prends l'exemple de l'AFNOR, on certifie plein de choses, hein, donc produits, services, la qualité écologique d'un produit, un F environnement et l'écolabel. Hein. Les compétences, on l'a vu, puis je pense que c'est génial que SOCOA puisse être là, parce que au-delà de la certification, aujourd'hui, on se pose la question, finalement, quel est le meilleur système de reconnaissance adapté par rapport à une entreprise qui est en pleine mutation, qui est en pleine évolution. Effectivement, elle est entourée par une constellation de parties prenantes. Alors oui, effectivement, la certification ISO 9001, c'est une preuve comme quoi je respecte mes engagements vis-à-vis de mes clients, hein, que je suis capable de fournir des produits, des services conformes à ces exigences. Oui, OSHAS 2001, la certification OSHAS 2001 ou ILO SH 2001, je démontre que je suis capable de prévenir les risques professionnels et réduire mes accidents de travail. Mais, et puis ISO 14001, bon, idem par rapport, j'allais dire, au risque de pollution. Donc je suis capable de démontrer que de par la maîtrise de mes activités, je maîtrise mes risques environnementaux. Mais l'entreprise ne fait pas de la qualité le lundi, de la sécurité le mardi, de l'environnement le mercredi, puis bon, après on fera ce qu'on veut. Non, l'entreprise, effectivement, manage ses activités au quotidien avec donc toutes ces parties prenantes qui ont des enjeux, des préoccupations à caractère économique, à caractère social, à caractère environnemental, qu'il faut, je dirais, prendre en compte de façon équilibrée. Et c'est vrai que les démarches type AFAC 26000 s'inscrivent dans cette logique-là. Et là, la reconnaissance n'est pas la certification, c'est plus l'évaluation de la maturité, parce que être certifié, finalement, on est dans une logique un peu binaire. Hein, c'est je suis conforme, je ne suis pas conforme. Je suis bon, je ne suis pas bon. Hein, je caricature, mais c'est un peu ça. Alors que quand vous êtes dans une démarche d'excellence développement durable, ça peut être, je dirais, c'est dangereux d'affirmer que je suis pleinement développement durable ou pas développement durable. Hein, forcément, on est sur une échelle, je dirais, graduée, qui va tendre vers l'excellence, sachant que l'excellence, on ne l'obtient pas. Donc, bon, ça, je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué, Virginie, c'était parfait. Je peut-être juste, en termes, elle a évoqué, je dirais, le découpage du PDCA en synthétisant, je dirais, les principales étapes de la démarche impulsée par un System Management. On peut retraduire le PDCA en verbes simples, hein, qui sont encore peut-être plus parlants pour le manager d'entreprise. Effectivement, tout plan, c'est prévoir. Hein, mais pour prévoir, il faut écouter le marché, il faut écouter les besoins et attentes de nos clients, aujourd'hui, demain, ceux de nos personnels, etc. Donc, je ne peux pas effectivement planifier, définir une politique si je n'ai pas un système d'écoute pertinent, adapté, voire évolutif. Voilà.
Tout doux, effectivement, il faut respecter les règles. Hein. On s'est défini une politique, des objectifs. Bon, voilà, il faut les appliquer, il faut les déployer, pardon. Appliquer les règles, puis maîtriser, c'est bien faire du premier coup à chaque coup. Hein, effectivement, on cherche à chaque fois le zéro défaut ou le zéro pollution, le zéro accident, le zéro impasse, et puis bon, donnant un peu d'humanisme dans ces démarches-là, le zéro mépris. Hein, c'est vrai que finalement, ces démarches-là n'ont de sens, effectivement, que si elles sont réellement participatives, et si elles prennent, je dirais, le facteur humain au cœur de la démarche. Puis après, je passe, effectivement, vérifier, mesurer, analyser. Et puis le acte, souvent, c'est là où on est un peu, j'allais dire, on a des lacunes hein, dans nos entreprises. Le to act, on a du mal, effectivement, à être dans une culture d'amélioration continue permanente et spontanée. Hein, même si, effectivement, les systèmes ISO prescrivent des actions correctives, des actions préventives, certes, mais néanmoins, j'allais dire, l'amélioration continue spontanée, issue de suggestions, issue, je dirais, de la créativité du terrain, c'est pas si répandu que ça. Et puis, on a aussi des faiblesses hein, sur la capitalisation d'expérience. Hein, je crois que, surtout maintenant, hein, qu'on fonctionne par projet, avec une accélération des projets, une accélération des développements, on ne prend plus le temps de capitaliser nos expériences, nos projets, hein, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, les réussites, les échecs, etc. Bon. Ça, c'est une faiblesse que je voudrais partager avec vous. Donc ça a été vu. Rappelez effectivement que la certification, c'est un processus finalement qui est quasiment continu. Effectivement, on pose la question de la réversibilité de la certification, certes. Ce qu'il faut comprendre quand vous êtes certifié, c'est que vous êtes engagé dans un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque je me fais certifier la toute première fois, je crois que l'audit aura pour finalité de s'assurer que déjà vous répondez aux règles, vous répondez aux exigences. Donc, effectivement, on est plus câblé sur une évaluation de conformité. Est-ce que votre système de management répond aux exigences de la norme? Okay. Et est-ce que ce que vous avez mis en place hein, est parfaitement conforme aux exigences normatives? Voilà. Et puis, au fur et à mesure, hein, donc première année, on est audité, on est complet, et puis effectivement, le système de certification, le système de management, hein, c'est un cycle de 3 ans. Donc l'année suivante et l'année N+2, on réalise ce qu'on appelle des audits de suivi. Ça sera sur une durée plus courte. Hein. Si par exemple la première année ça s'est fait pendant 3 jours à 2 auditeurs, la deuxième année, l'année suivie 1, ça se fera pendant 2 jours à 1 auditeur, hein, par exemple. Et là en fait on va commencer réellement à s'intéresser dans le système de certification, je veux dire au gisement de progrès, hein, à l'efficacité finalement apportée par le système de management. Est-ce qu'effectivement vos indicateurs traduisent une amélioration de la satisfaction de vos clients? Est-ce que vos indicateurs traduisent, par exemple, la réduction de vos coûts de non-qualité, etc., etc. Idem pour l'environnement et la sécurité. Donc, l'auditeur, en fait, il a cette approche-là. Hein, il vous suit pendant 3 ans, et lui, donc, sa mission et sa responsabilité, surtout, c'est de s'assurer, effectivement, qu'au cours du temps, le système de management hein, permet effectivement d'obtenir ces améliorations escomptées. Voilà. Donc ça, c'est fondamental de préciser. Principe d'indépendance, hein, il est bon de rappeler qu'une fois qu'on a passé un premier cycle, on passe à un deuxième cycle et on change les auditeurs. Parce qu'effectivement, le principe de l'œil neuf, etc., c'est bien, mais il peut y avoir aussi le risque d'une accoutumance. Hein. Alors, on est dans un système assez flexible, donc les entreprises peuvent demander une dérogation et avoir le même auditeur sur un deuxième cycle pendant 3 ans. Mais bon, hein, il y a une dérogation seulement sur un cycle. Voilà. Bon, ça je passe, hein, mais c'est toujours bon de savoir finalement pourquoi les entreprises qui se font certifier, pourquoi elles le font, hein, et quelles sont les motivations. Ce qui ressort, quel que soit le système, j'allais dire de façon significative, c'est la recherche de l'amélioration de l'efficacité. Hein, effectivement, en étant certifié QSE, je recherche des clients plus satisfaits, donc ça veut dire que ça impacte sur la fidélisation, donc le réachat, etc. Effectivement, je cherche à améliorer mes performances environnementales par une meilleure valorisation des déchets, par effectivement une démarche organisée pour mieux économiser mes factures d'énergie, etc. etc. Bon.
Donc ça, c'est classique, mais après, bien sûr, selon les types de certification, bon, par exemple, effectivement, l'environnement, hein, on voit que le côté image est quand même plus porteur que la qualité, parce que la qualité, c'est aussi un peu banalisé. Mais néanmoins, on va voir qu'on revient de plus en plus aux fondamentaux, hein, surtout aujourd'hui, hein, où on essaie de se donner de nouveaux repères dans les organisations. Alors, peut-on se passer la certification? C'est une bonne question. Bon, ça, c'est une photo qui est pratiquement invisible, mais c'était une photocopie scannée d'un... Mais je l'ai prise enfin, comment dire, il y a une dizaine d'années parce que ça m'avait interpellé, voire choqué. En fait, c'est un camp de réfugiés vietnamiens en Australie, certifié zone HPA. Voilà. Alors, on se dit, oui, c'est une organisation, oui, il y a des activités, et oui, il y a des clients. Si on veut raisonner de façon, on va dire, extrême. Les prisons sont certifiées. Comment? Les prisons sont certifiées. Oui, les prisons sont certifiées, alors sur des engagements de service, etc. Après, c'est vrai que là, bon, on est certifié zone 9.1, et on se dit, mais oui, on peut tout certifier, mais jusqu'où faut-il aller? Bon. D'autre part, il y a des distorsions, des dérives. Moi, j'avais fait quelques missions dans les pays de l'Est il y a une douzaine d'années, puis bon, quand j'étais allé en Hongrie, on me dit, ah oui, bon, la certification ISO 9000 explose. En plus, j'allais dire, c'est génial parce que ça coûte pas cher et on ne fait pas d'audit. Hein, en gros, en fait, c'est des certifications qui sont délivrées à distance, hein, par déclaration, par dépôt de dossier. Bon. Et c'est ISO 9000, hein, certification ISO 9000. Bon. Voilà. Et c'est vrai que, je me rappelle, l'ISO, lorsqu'on a publié la version 2000, hein, il y avait en gros titre de la revue ISO Focus, il avait dit, oui, il faut absolument que les certificateurs se polissent. Alors, c'est une mauvaise traduction, mais en gros, que les certificateurs doivent se prendre en charge et éviter un peu des dérives notoires d'attribution de certification à des organisations sans faire d'audit, ou alors la délivrance de certification de complaisance. Hein. Donc ça a été effectivement mis en avant en disant, qui est responsable? Tout le monde. Hein. Que les donneurs d'ordre, avec une position quand même très ambiguë, parce que la certification ISO 9000 a été quand même créée par les donneurs d'ordre. Hein. Il faut bien le rappeler. Et à l'origine, effectivement, on a lancé la certification ISO 9000 pour diminuer, hein, les audits de seconde partie qui étaient, j'allais dire, je dirais, de plus en plus insupportable pour les fournisseurs parce que ça se démultipliait à droite à gauche. Et finalement, on s'aperçoit qu'on revient un peu à l'envers. Bon, donc il faut quand même se poser la question de la responsabilité des donneurs d'ordre. Les normalisateurs, souvent on dit, bah oui, les normes, c'est pas très clair, c'est pas très lisible, c'est un peu rébarbatif, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre une norme. Bon, les auditeurs, effectivement, parfois, qui peuvent être un peu extrémistes. Hein. On a connu la période des auditeurs qui étaient à fond système documentaire, après les auditeurs qui étaient à fond métrologie, etc. Maintenant, on a des auditeurs qui sont à fond indicateurs, à fond processus. Donc, effectivement, il faut être vigilant et il faut savoir driver les auditeurs. Voilà. Après, on peut se poser la question, mais oui, mais si on supprime la certification de tierce partie, ça veut dire, effectivement, à ce niveau-là, tout le monde va s'auto-certifier, va s'auto-déclarer. Et là, bon, j'allais dire, on ouvre la boîte de Pandore. Et donc, les systèmes d'autolabellisation ont toujours connu leurs limites parce que finalement, je veux dire, quelle sera la crédibilité lorsque je vais dire, je suis moi-même certifié. Hein, il faut voir par exemple aujourd'hui les dérives de l'autodéclaration par rapport au marquage CE, puisque c'est bientôt l'arrivée de Noël. Hein, donc les jouets, hein, qu'on va offrir à nos chers neveux, à nos chers cousins, à nos chers enfants, hein, doivent avoir obligatoirement le marquage CE, qui est un marquage réglementaire, et pour les jouets, en fait, c'est le fabricant qui appose le CE, hein, qui autodéclare que son équipement est conforme aux exigences réglementaires définies dans la directive européenne. Hein, aujourd'hui, les jouets qui sont circulés, que vous allez acheter très prochainement dans les magasins, hein, un jouet sur 4 est non conforme, ne respecte pas la réglementation, et pourtant ils sont commercialisés en France. Donc voilà, ils sont commercialisés et ils font l'objet d'une autodéclaration de la part des fabricants. Bon, je pense que oui, la certification peut être parfois décriée, mais peut-être on a perdu de vue que, c'est un outil, et comme tout outil, ça peut avoir ses limites, que deux, effectivement, la certification n'est pas une fin en soi, et que finalement, on a peut-être oublié aussi donc tout ce que ça peut apporter. Hein, effectivement, c'est un passeport, je veux dire, et dans certaines filières, celui qui n'est pas certifié, bon, c'est même pas la peine de prétendre à certains marchés, que ce soit au niveau national ou international.
Ça permet effectivement de s'étalonner parce qu'il y a tout ce système d'évaluation et de mesure donc, qui permet de suivre, je dirais, les résultats d'amélioration continue. Fortement, on les trouve. Hein, ça, c'est reconnu. Donc, je pense que si on veut faire en sorte que la certification soit, j'allais dire, une vraie démarche je dirais, de positive et d'amélioration, il faut effectivement peut-être partager quelques clés et quelques pièges à éviter. Alors, bon, quelques pièges, effectivement, il faut éviter l'usine à gaz. Hein. C'est vrai que malheureusement, on a vécu, il y a encore un petit peu des systèmes de management, un peu, je vais dire, où on s'est fait plaisir, hein, avec des circuits incroyables pour définir effectivement qui fait quoi. Et puis bon, je vais dire, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des systèmes d'usine à gaz parce que bon, il faut être flexible, il faut être réactif, il faut être agile, il faut être très, très adaptable. Hein, et donc des systèmes de management qui bordent tout, qui sclérosent tout et pour lesquels il faut X autorisation avant de dire bon, ok, on y va, c'est pas bon. On a dit aussi qu'il fallait éviter les certifications de complaisance. Hein, donc effectivement, les systèmes de management de façade, il faut je dirais, les bannir. Nous, les auditeurs, sont de plus en plus vigilants. Hein, bon, c'est la position d'AFNOR Certification. Nous, on ne veut pas aller dans la certification low cost. Bon, c'est un choix, hein, c'est une posture, mais en tout cas, on ne veut pas, je dirais, s'aventurer, et c'est très dangereux, dans les systèmes de certification de systèmes de façade. Ouais. Effectivement, il faut éviter les cathédrales documentaires. Ça, je pense qu'on a un peu passé le cap. Hein. Même, c'est vrai que l'ISO 9001 spécifie 6 exigences de procédure écrite, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience maintenant des entreprises. Alors, il ne faut pas bannir les procédures et les documents, hein, mais effectivement, on constate que de plus en plus de documents, hein, qualité ou sécurité environnement, sont conçus comme des outils de formation, des outils de prévention des risques. Et effectivement, on élabore un document que s'il permet de prévenir un risque. Voilà. Et que s'il permet effectivement de pallier à, je vais dire, une insuffisance, peut-être en termes de compétences ou autre. Donc ça, c'est bon. L'implication, voilà, ça on a dit. Manager, je pense on parle toujours du management au plus haut niveau, c'est vrai, bon, c'est le chef à plume, hein, qui doit donner le sens, la stratégie, etc. Mais je crois que les managers qui sont peut-être les plus importants et à ne pas négliger, c'est les managers de proximité. Parce que c'est eux après qui feront vivre, qui donnent un peu qui sont là pour stimuler les troupes à tous les niveaux. Je pense qu'il faut effectivement ne pas négliger la phase de communication et puis il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie parce que finalement lorsqu'on parle de processus, d'action corrective, de revue des actions, on manipule effectivement un langage ISO que effectivement le qualiticien maîtrise bien, que le responsable qualité environnement maîtrise bien, mais il faut se mettre à la place, je dirais, de l'acteur dans l'entreprise, hein, et il ne baigne pas dans l'ISO tous les jours. Donc faire preuve de beaucoup de pédagogie, expliquer effectivement voilà, une démarche ISO 14001, ça s'intéresse à l'environnement, voilà, et que l'idée c'est de travailler sur le tri, le transport, les économies d'énergie. Bon, ça c'est un exemple effectivement de communication interne, hein, issu d'une entreprise certifiée. Et puis je pense qu'aujourd'hui, là où peut-être on a des vraies réflexions à partager, c'est sur la communication en externe. Moi, donc je suis à l'AFNOR depuis 17 ans, puis bon, on a fusionné avec la fac, donc il y a maintenant 7 ans. Et donc depuis 7 ans, je suis sollicité pour remettre des certificats auprès d'entreprises certifiées. En fait, très sincèrement, j'estime, enfin c'est à la louche, hein, sur 10 entreprises qui se lancent dans la certification, il n'y en a qu'une seule qui va célébrer la certification. Une seule. Hein, 10% à la louche. Pour les autres, oui, de toute façon, c'est un examen, il faut le faire, le client nous l'impose, voilà. Et on ne marque pas le coup. Hein, sachant que c'est quand même une démarche
Hein, le temps moyen estimé pour mettre en place un système ISO 9001, aujourd'hui, c'est entre 14 et 16 mois. Hein. Donc c'est quand même un projet qui n'est pas neutre en temps, en énergie, en remise en cause, avec des hauts, des bas, des crises de nerfs, des moments de joie et de bonne humeur. Et puis, en fait, la célébration, soit à l'occasion d'une assemblée du personnel, soit effectivement avec nos clients, nos partenaires, la collectivité, je vous dis à peu près 1 sur 10 marque le coup. Ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on se dit... et là aussi véridique, hein, j'avais remis un certificat Caliville, donc à la mairie de Villeneuve-sur-Lot, hein, dont le maire est maintenant ministre, hein, vous savez bien. Et j'étais là, je faisais mon discours, puis j'avais repéré une gentille dame là, sur le coin, puis je la voyais pleurer. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Enfin, et en fait, bon, donc c'était l'émotion, et quand je suis allé la voir, je dis, mais vous avez pleuré? Je dis oui, parce que c'est la première fois en fait que j'obtiens un diplôme en fait. Je n'ai jamais été diplômé, j'ai jamais eu le bac, j'ai jamais eu le BEPC, enfin le brevet des collèges. Hein. Donc c'est la première fois que... Et ce diplôme, je le prends pour moi. Hein, c'est notre mairie, mais je le prends aussi pour moi, parce que c'est la première fois que je suis diplômé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. Et donc il faut savoir, je dirais, reconnaître. Bon, ça c'était un petit clin d'œil parce que bon, c'était bon. En ce moment, c'est pas trop tendance, mais bon, j'assume bien sûr. Alors finalement, ceux qui communiquent le plus, on voit effectivement dans le secteur des services, dans le secteur de l'assurance, de la banque, ils sont des très bons communicants. Et puis c'est vrai qu'on communique d'autant plus lorsque la démarche de certification concerne des engagements de service. Parce qu'effectivement, quand on est sur une démarche de certification de service, donc sur la qualité de service, on est sur une démarche qui s'adresse directement aux clients consommateurs, utilisateurs de services. Bon. Et c'est vrai que sur certification ISO 9000, on est peut-être un peu moins, on voit moins de communication externe. Mais voilà, bon, c'est vrai que là, si vous allez dans des bureaux de poste, vous verrez, ils affichent les engagements de service. Vous me direz si le temps d'attente est respecté, hein, parce que bon, comme c'est nous qui les certifions. Voilà, puis là, très récemment, il y a eu le Crédit Agricole Aquitaine a été la première banque certifiée pour ses conseils en retraite. Hein, donc il y a une vaste campagne d'affichage publicitaire, notamment dans la ville de Bordeaux. Et donc, c'est important effectivement d'avoir d'afficher avec fierté nos reconnaissances. Si vous avez l'occasion d'aller au Maghreb, en Égypte, ou alors en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, vous verrez, vous sortez de l'aéroport, vous voyez effectivement, quand vous traversez les banlieues, donc les sites industriels où ils affichent en gros, nous sommes certifiés ISO 9001 et fiers de l'être. Hein, vous prenez n'importe quel quotidien, par exemple au Maroc ou en Tunisie, il y a toujours une page économique et à chaque fois, quand une entreprise est certifiée, en gros. Ici, non, c'est fini en France. Bon, il y a eu peut-être les belles glorieuses des années 90, mais aujourd'hui, la certification, effectivement, ça s'est complètement banalisé. Et parfois, on a l'impression que les entreprises ont honte de communiquer sur la certification. Voilà. Bon, c'est un peu regrettable. Mais je vous dis, il faut essayons de réfléchir sur finalement la certification. Est-ce que c'est une manière, effectivement, de reconnaître une compétence collective. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous quand on évoque par exemple les générations Y, les générations Y sont quand même en quête de reconnaissance et pouvoir redonner un certain sens au travail. Et je crois que la certification, ça permet aussi de redonner du sens à l'entreprise et du sens au travail. Voilà, hein, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous sur les démarches de certification. Et puis, bien sûr, je reste à votre disposition pour le débat. Mais disons que oui, mais le thème du débat, c'est est-ce que la certification est obligatoire ou pas? Quand je dis obligatoire ou pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des sous-traitants ici, au Pays Basque, de l'aéronautique, qui étaient dans une démarche de certification, qui ont été 9000 avant, et le donneur d'ordre leur dit non, maintenant, c'est plus la peine. De toute façon, c'est nous qui vous certifierons.
Donc je fais des contrôles. La norme, je m'en fiche. Enfin, c'est le temps plus facile qui sont déjà, d'une certaine façon, quoi. Mais par contre, maintenant, je veux les prix. Et je veux le management et je veux les prix, parce que sinon, en fait, les gens qu'on peut imaginer. Et donc, c'est la question. Bon, je suis malheureux qu'ils ne soient pas venus ici, parce qu'ils m'en parlent en privé, mais ils ne viennent pas quand on fait une réunion. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Moi, je leur dis non. Et toi, il vous faut les deux. Plus vous serez certifié, plus vous serez organisé pour pouvoir baisser les prix. Mais sauf qu'il y a quand même une organisation qui pèse un peu quand même. On a eu des cas donc d'entreprises qui ont stoppé la certification pour des raisons économiques. Bon. Et qui sont revenus 2-3 ans plus tard en disant non, on relance la certification parce qu'en fait on a eu une dégradation au niveau des résultats qualité par rapport à la fiabilité des produits, par rapport effectivement à la réapparition de non-conformité, de dysfonctionnement sur les produits ou sur les process. Donc effectivement, j'allais dire, la non-qualité coûte cher encore, même s'il n'y a plus d'études, ça on peut le regretter, mais on estime effectivement, notamment dans les petites entreprises, ça peut représenter de 8 à 10% du chiffre d'affaires, c'est quand même pas neutre. Donc, j'allais dire, certes la certification ne garantit pas, j'allais dire, le zéro défaut et absolu, c'est évident. Au même titre que être certifié ISO 14001, on ne garantit pas le zéro pollution, ou certifié au chasse 2001, le zéro accident. Mais n'empêche que si on commence à raisonner comme ça sur l'arrêt de la certification, en disant, bon, de toute façon, il n'y a que le prix qui commence, le problème c'est que ça va impacter forcément sur la qualité intrinsèque du produit, et donc ça va forcément générer des coûts. Donc après, on peut se poser la question tout simplement de la pérennité du fournisseur, du sous-traitant. Parce que si d'un côté, il y a une compression par les prix, et plus, je veux dire, une dégradation de la qualité du produit, l'avenir est certainement, sans aucun doute, menacé. Donc là, il y a clairement une question politique à se poser, en fait, sur le système de reconnaissance, le système de confiance qu'on veut instaurer, effectivement, entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Et donc on pose la question effectivement de la responsabilité des donneurs d'ordre. Je n'ai pas évoqué dans la présentation, mais aujourd'hui effectivement côté AFNOR on travaille sur des sujets, alors sur le développement durable certes, mais le développement durable je dirais, permet d'ouvrir plein de tiroirs, et dans les tiroirs sur lesquels on travaille activement aujourd'hui, il y a le tiroir des achats responsables, comment effectivement dans les organisations on peut faire évoluer les pratiques des achats et des acheteurs qui, globalement, sont quand même, malheureusement, des cost killers. Et donc, comment, effectivement, aller, je dirais, faire évoluer les pratiques d'achat vers les achats responsables, c'est-à-dire comment je peux intégrer les principes et enjeux du développement durable avec des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères sociétaux dans mes critères d'achat. Et puis l'autre sujet, effectivement, qui est totalement corrélé, on travaille actuellement sur donc, tout ce qui est santé et qualité de vie au travail. Alors, on s'aperçoit effectivement qu'il y a émergence de mal-être, de souffrance dans les organisations, mais en fait, les donneurs d'ordre aussi créent du mal-être et de la souffrance auprès de leurs fournisseurs. Justement, en appliquant des politiques un peu, j'allais dire, uniquement, limitées au prix, et puis en imposant aussi des démarches d'amélioration de la productivité de type Lean, mais on va dire du Lean productiviste, et pas du Lean responsable. Et aujourd'hui, effectivement, on est interpellé à l'AFNOR pratiquement tous les jours. À l'origine, c'était par des représentants syndicaux, mais on a maintenant les préventeurs du réseau prévention, donc les CARSAT, les INRS, etc. Et même maintenant, on a des élus de collectivités territoriales, par exemple au niveau d'un conseil régional qui finançait donc ce fonds d'action collective des projets sur l'e-management pour la filière aéro. Ils sont aperçus effectivement qu'il y avait des dégâts collatéraux causés par le Lean, imposé par des donneurs d'ordre. Le Lean mal géré. Le Lean mal géré, ce qu'on appelle le Lean irresponsable, voilà, c'est-à-dire un Lean qui ne vise que des gains de productivité court terme et qui n'intègre pas le facteur humain. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des PME qui sont, pour lesquelles il y a une recrudescence de TMS, recrudescence de stress au travail, et puis donc ça impacte forcément sur l'absentéisme. Voilà. Donc les gains de productivité qu'on avait observés à court terme, boum, chutent dramatiquement.
à moyen terme. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question de la relation client-fournisseur. Quel est le système de confiance aujourd'hui adapté? Lorsqu'on parle de relations mutuellement bénéfiques, une relation gagnant-gagnant, effectivement, est-ce que la qualité paraît quand même être, j'allais dire, le levier essentiel pour bâtir des relations mutuellement bénéfiques? Si on revient effectivement à des critères seulement liés au prix, on ne peut pas parler de relations mutuellement bénéfiques. Ça, c'est sûr. Donc, oui, il y a un bon débat là-dessus. Donc, voilà. Donc, au-delà de la certification, c'est effectivement vers quel système de reconnaissance, vers quel système de confiance je dois évoluer pour maîtriser les relations avec mes fournisseurs. C'est un bon débat. Tout le monde est d'accord à ce qu'on vient de dire, mais aujourd'hui, on n'est plus là. La compétition, elle se fait essentiellement par les coûts. Et la problématique aujourd'hui, c'est la compétitivité. Oui, mais c'est une compétitivité court terme. Enfin, aujourd'hui, effectivement. Etc. n'apporte pas à l'entreprise industrielle, en tout cas, un supplément qui permet de justifier un supplément de valeur ajoutée perçue par le client qui permet de rester compétitif. Ouais. Aujourd'hui, on a mené des études, en fait, les entreprises certifiées par rapport à celles qui ne sont pas certifiées. Est essentiel et fondamental. Elles ont des résultats de façon significative. Alors voilà, c'est ce que je meilleur tout à l'heure. d'un point de vue il y a quand même productif. une étude. Niche. Non. Il y a une étude qui a été faite par Generali sur tous ses clients en France, et les gens qui avaient des pratiques vertueuses, donc sont tous des gens qui ont des résultats meilleurs, qui ont des sinistres inférieurs, et ainsi de suite. À tel point que maintenant, ils ont mis en place une sorte d'audit préventif dans l'autre sens, en disant je fais des primes différentes si les gens sont dans ce choix. C'est ça, hein. Complètement. Il y a des études, alors, on pourra les partager, hein, des études américaines qui démontrent que des entreprises, donc sur des filières données, entre celles qui sont certifiées et celles qui ne sont pas certifiées, il y a des différences significatives d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue productivité et donc d'un point de vue compétitivité. Donc, ensuite, par exemple, en France, il y a des études qui ont été menées par le réseau prévention, donc la CNAMTS notamment, sur des filières données entre des entreprises qui étaient certifiées au SHA 2001 et celles qui n'étaient pas certifiées. Les résultats d'un point de vue accidentologie étaient significativement meilleurs dans celles qui sont certifiées. Et quand on calcule le coût des accidents de travail, et le coût du non-respect de la sécurité, c'est colossal. Et pareil pour les entreprises certifiées ISO 14001. Donc là, en plus, le retour sur investissement est en plus très court. Généralement, c'est au bout de 16-18 mois. C'est-à-dire entre l'investissement que j'ai consacré à la mise en place du système management, plus les coûts de certification, la formation, etc. Et puis les gains générés par une meilleure valorisation des déchets, une facture énergétique bien sûr, qui s'allège de façon réelle, retour sur investissement au bout de 18 mois. Le problème, c'est vrai que, en fait, je citais à peu près 30 000 entreprises certifiées en France, c'est l'ordre de grandeur. En fait, il y a peu d'entreprises qui évaluent l'impact économique de leur système de management. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans la filière automobile ou aéro, où là, l'évaluation des coûts de la non-qualité, on va dire, finalement, est exigée par les référentiels métiers, le N9100 pour l'aéro ou l'ISO TS 16949 pour l'automobile. Dans les autres secteurs, finalement, l'ISO 9001 n'impose pas à l'entreprise d'évaluer ses coûts de non-qualité. Alors, elle n'impose pas, elle n'interdit pas de le faire. Mais c'est vrai qu'après, on peut toujours se poser des questions. Je sais ce que m'a coûté la certification, je ne sais pas ce que ça m'a rapporté. Mais c'est vrai que si on ne prend pas soin de mesurer, c'est sûr qu'on va toujours se poser des questions. Donc, nous, toutes les études qu'on a menées montrent effectivement que les entreprises certifiées sont plus innovantes, que les entreprises certifiées sont plus, je dirais, beaucoup mieux positionnées à l'export. Si je prends par exemple le système si vous exportez aux États-Unis, maintenant, vous serez quasiment concerné par ce qu'on appelle l'agrément OEA, opérateur économique agréé, qui s'inspire totalement
des systèmes type ISO 9001 ou ISO 27001 sur les systèmes de sécurité des systèmes d'information. Voilà. Donc effectivement, j'allais dire, c'est... Oui, ça, ce OEA, on en parle très peu pour le moment encore. En Ah France. ouais, mais on est en train de passer encore à côté enfin, par rapport à d'autres pays européens qui ont bien compris l'intérêt de système d'agrément. Donc là, on est déjà en retard. Bien en retard. Donc, Ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est que dans l'évolution de la 9001, on tend vers le management de l'efficience et tout ça davantage, tout à fait. et intégrant la rentabilité des entreprises. Oui. En étant aussi au cœur des préoccupations des gens qui vont vers ces certifications. Oui. C'est pour amener une approche plus intelligente de la 9001. Ouais. C'est vrai qu'en fait, bon, dans l'histoire de l'évolution des normes, bon, j'allais dire, on est toujours sur des cycles, hein, c'est-à-dire il y a des révisions, on va dire, lourdes. Hein. Là, je citais celle de 2000. Et puis, qui alterne avec des révisions light, hein, ce qu'on appelle les amendements. Donc la dernière, c'est 2008, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la version en vigueur. Et donc là, on est sur le chemin de la version 2015. Et donc, on va effectivement vers une révision, on va dire, lourde, où on intègre notamment, on va aller plus vers des logiques d'efficience, hein, c'est-à-dire, on a connu la conformité, là, on est plus dans des logiques de normes d'évaluation d'efficacité, où on va s'assurer effectivement qu'on est efficace. L'efficience, c'est effectivement l'obtention de résultats au meilleur coût, hein, avec, je dirais, donc ça devrait intéresser les donneurs d'ordre, ça devrait intéresser les actionnaires. C'est vrai que, bon, on regrette que les actionnaires, finalement, ne soient pas prescripteurs, hein, des systèmes de management, des systèmes de certification. Mais les choses bougent. Hein. Ça, tu cites Generali. Generali, c'est un assureur maintenant qui positionne les systèmes de management et les entreprises certifiées comme des outils crédibles de prévention des risques. Hein. Une entreprise qui certifie ISO 14001, c'est une entreprise pour laquelle on a une garantie sur sa maîtrise des risques environnementaux. Une entreprise certifiée OSHA 2001, c'est une entreprise pour laquelle on a une garantie qui va au-delà du document unique sur sa prévention des risques professionnels. Donc, nous, ça nous intéresse. Il y a des changements de posture. Les experts comptables aussi, qui commencent à s'intéresser aux démarches QSE développement durable. Ben oui. Non, mais il y a des c'est vrai qu'on a parlé l'autre soir. Jusqu'à maintenant, on parlait d'absentéisme et on mesurait l'absentéisme. Et là, maintenant, on se dit, c'était la discussion qu'on avait avec Didier, entre autres, sur le présentéisme. Quand les gens sont là, quelle est leur efficacité? Et les Québécois, ça, ils travaillent beaucoup là-dessus. Parce que donc, je disais, on bosse sur santé et qualité au travail. En lien étroit avec les Québécois. Effectivement, eux, ils travaillent sur le présentéisme. Les personnes sont là physiquement, mais elles ont la tête ailleurs. Elles sont complètement ailleurs. Hein. Et là, j'ai assisté effectivement à une conférence donnée par un prof de HEC, donc c'était mardi à BEM. L'après-midi, on s'est vu effectivement pour la MFQ. Le matin, j'étais à BEM, et sur un peu les valeurs et les comportements professionnels des jeunes générations, les fameux Y. Hein. Et c'est vrai que c'est clair que eux, ils seront très soucieux effectivement de la qualité de vie au sens large, et en particulier de la qualité de vie au travail. Hein, et comme ils seront effectivement c'est des générations qui sont prêts à zapper, qui sont prêts effectivement à aller voir ailleurs si les valeurs d'entreprise ne correspondent pas à leurs valeurs, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une petite scission. Donc là, il faut être hyper vigilant. Donc, oui. Non, je pense que sans faire, j'allais dire, une fixation sur la certification, il faut la ramener à sa juste valeur. Ce n'est qu'un outil volontaire. Je pense qu'effectivement, imposer une certification, ça malheureusement ses limites. Mais après, bon, il y a la réalité du marché. Mais tant qu'à faire, si on doit être certifié parce que le client l'exige, autant le faire de façon pertinente et adaptée. Et inscrire effectivement la certification comme, j'allais dire, un projet d'entreprise, non pas comme une fin en soi, qui mobilisera toutes les bonnes énergies dans l'entreprise. Hein. Donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, de responsabilité sociétale, et c'est vers ce type de démarche globale qu'il faut aller. Mais si on n'a pas un socle, des fondations solides, et un bon système de management de la qualité, j'allais dire, entre guillemets, bien certifié, c'est-à-dire, il
faut aussi que les auditeurs, les certificateurs et l'accréditeur qui doit être le régulateur permettent effectivement de créer cette valeur ajoutée. Nous, à la FNOR, c'est vrai que nos auditeurs sont briefés, on dit vous devez être là pour faire de l'audit à valeur ajoutée. Il ne s'agit pas effectivement d'aller chercher la petite non-conformité, la petite remarque. A contrario, un audit qui se termine où tout est parfait, posez-vous la question. Enfin, un système de management parfait, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est vrai que là où c'est... je ne sais pas depuis quand Soko est certifié. C'est 2000. 2000. Donc Enfin, 2000. 9001, après, En 9001, voilà. 2006, 14000. Donc quand on rentre 3e ou 4e cycle, là il faut vraiment faut que l'audit apporte quelque chose de réellement bénéfique pour l'entreprise, parce que bon, il y a quand même une certaine banalisation qui peut s'instaurer. Et si l'auditeur, je veux dire, qui est là un peu pour éclairer, pour ouvrir, alors tout en gardant son indépendance, où bien sûr l'auditeur n'est pas là pour apporter les solutions, mais par contre il doit aider l'audité justement à trouver les solutions. Donc, donc la méthode d'audit est quand même importante, la compétence de l'auditeur est très importante. Ouais, tout à fait, moi je rejoins votre propos, parce que tout à l'heure vous parliez de dérogation pour reconduire un auditeur sur un nouveau cycle de renouvellement. Nous on a fait l'expérience parce qu'en fait sur le premier cycle l'auditeur a été réellement d'une valeur ajoutée avec ses précos, ses prises de progrès, tout ça, ses préconisations, et on a demandé à ce qu'il revienne pour 3 ans de plus. Donc il a fait le maximum qu'il pouvait faire, c'est-à-dire 6 ans consécutifs de suivi de l'entreprise sur 9001, 14001. Et après, et puis c'est bien de changer au bout d'un moment aussi. Oui, après il faut en changer. Ouais. Donc nous en fait on est toujours... là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il y a eu au moins un auditeur qui était vraiment de valeur ajoutée. Ouais. Alors, par exemple, la question... et justement, dans la démarche 26000 aussi, c'est le benchmarking par rapport aux meilleures pratiques, tout ça. Et les valeurs ajoutées, elles viennent des auditeurs qui viennent d'autres structures. Mais après, il ne faut pas non plus imposer ce qui est des fois des non-sens dans certains métiers, parce que ce n'est pas les mêmes risques. Et c'est là aussi que l'auditeur il doit peser un peu et analyser les métiers et les risques des métiers. Et alors, par exemple, est-ce que chez Sokoa, est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé la question, et si on arrêtait la certification, est-ce que ça nous sert? Justement, c'était un peu le but de ma présence aujourd'hui. Je voulais voir un peu les alternatives, parce que, à un moment donné, je crois que c'est vous qui l'avez dit, est-ce qu'il y a d'autres référentiels que les entreprises peuvent mettre en place et qui peuvent être aussi, sans avoir recours effectivement à un organisme certificateur, qui peuvent être aussi des alternatives à moindre coût, et qui peuvent être reconnues. Est-ce qu'il y a ce type d'initiatives qui se font parce que aujourd'hui, vous l'avez cité vous-même, la conjoncture n'est pas forcément favorable à ces aspects. Je pense que on a toujours des démarches, des référentiels qui peuvent permettre, j'allais dire, d'aller plus loin, de trouver de nouveaux challenges et creuser de nouveaux sujets. J'évoquais par exemple santé et bien-être au travail. Aujourd'hui, par exemple, il existe des normes québécoises là-dessus. Ce sont des normes sur lesquelles on bosse dans le cadre d'une expérimentation qu'on mène en Aquitaine. Donc c'est vrai que, par exemple, une entreprise qui est certifiée OSHA 2001, globalement, les questions de sécurité au travail sont quand même bien maîtrisées, mais dès qu'on aborde la question de la santé physique, santé morale, santé psychologique, santé sociale des salariés, c'est des sujets qui sont quand même beaucoup moins évidents et qui sont finalement peu abordés dans les systèmes de type OSHA 2001. Donc il y a ces autres référentiels qui permettent de creuser. On parlait de l'énergie tout à l'heure, donc il y a par exemple, les systèmes type ISO 50001 où on est totalement consacré sur les aspects énergétiques et comment on peut améliorer la performance énergétique de l'organisation. Donc il y a ces approches-là. Après, c'est vrai que sur le système de reconnaissance, moi je citerai un cas effectivement un peu similaire à Sokoa, une entreprise en Poitou-Charentes qui était certifiée 9001, 14001 et qui avait été évaluée à l'époque à Fac Millénaire. Et elle a dit, ouais, mais bon, il va falloir qu'on fasse un choix et finalement on va arrêter la certification de 9001, 14001 et on fera une évaluation à Fac Millénaire. Et en fait, c'est une évaluation développement durable qu'on appelle à Fac 26000 maintenant. Voilà. Mais en fait,
En fait, on est sur des démarches assez différentes parce que 9 millions ISO 14001, on est sur, je vais dire, la maîtrise des activités, sur l'organisation, sur effectivement tout ce que je dois maîtriser au niveau des process pour éviter effectivement la non-qualité au niveau d'un produit, etc. Alors que dans la démarche d'évaluation AFAC 26000, on va s'interroger sur est-ce que j'ai des stratégies, comment elles se traduisent de façon opérationnelle, est-ce que j'ai des indicateurs d'un point de vue social, environnemental. On n'est pas sur la même démarche. Voilà. C'est complémentaire. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette entreprise a eu après effectivement des difficultés parce que le système management, j'allais dire, était quand même, c'était le socle d'organisation. Après, c'est vrai que on peut bien vivre sans la certification, ça c'est clair. Ce qui manque après, c'est ce côté, le petit coup de pouce, l'aiguillon, le principe d'œil neuf. Après, il y a d'autres systèmes alternatifs. Oui, par exemple, le système AK, les auditeurs croisés en Aquitaine. Finalement, l'œil neuf, c'est l'auditeur d'une autre entreprise qui vient et donc en faisant des audits croisés. C'est stimulant, etc. Ça peut être effectivement une forme alternative. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'impact lié à la perte d'une certification, ou au retrait d'une certification, ou la suppression d'une certification. Est-ce que mes clients, en porteront rigueur? Est-ce que la collectivité et le territoire où je suis implanté, si j'arrête ma certification ISO 14001, quel va être l'impact par rapport à la cessation de cette reconnaissance? Vis-à-vis des salariés, effectivement, on va dire, on arrête ISO 14001 parce que, finalement, c'est une question importante, il y a des choix économiques. Sachant que le coût de la certification par rapport au coût de mise en place d'une démarche, généralement, on représente 10 à 15%. Ça, c'est la première fois. Après, bien sûr, il y a la maintenance du système. Mais après, c'est une question d'équilibre. Effectivement, il faut se poser la question de ce que ça me coûte et surtout de ce que ça me rapporte. Donc, il faut avoir toujours ce système d'évaluation en tête. Et puis l'impact, c'est surtout au niveau des salariés, je pense, quand on arrête d'être certifié. Parce que comme on leur a dit, on veut être certifié parce qu'on veut faire des produits de qualité, etc. Le jour où on leur dit, on arrête, ils prennent, maintenant la qualité, on s'en fout. Mais tout à fait être conforme et décider de ne pas se faire certifier. Et avoir un système de management qui permet l'amélioration continue, la mise en place des indicateurs et tout ça. Mais une fois qu'on est certifié, par contre, faire marche arrière, ça peut être dangereux. Après, avoir un système de management qui fonctionne et qui n'est pas certifié, c'est possible. Il faut vraiment un management fort, impliqué, soit un outil vraiment quotidien de fonctionnement, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on est certifié, revenir en arrière, pour moi, c'est au niveau implication du personnel, ça peut être un peu dangereux. Il faut vraiment bien l'expliquer et bien suivre. Mais ça dépend des maturités des entreprises. Ah oui, c'est sûr. Du management qui est en place. Mais après, est-ce qu'au départ on l'a fait pour la certification ou est-ce qu'on l'a fait pour mieux fonctionner? Et puis comment on l'a expliqué? Mieux être dans l'entreprise et moins. Moi, je suis presque, maintenant qu'on est en 26 000, de me dire, tiens, 9 000 et 14 000, c'est le là-bas, et est-ce que ça nous apporterait quelque chose? Après, je pense que ce qui peut être intéressant, vous l'avez cité, c'est de benchmarker avec des entreprises qui sont un peu dans la même situation. Vous prenez un Château Restreto 2, ils sont certifiés 9 000 et 14 000, ils sont évalués à FAC 26 000. Eux, ils continuent, à faire le choix de dire on a besoin des deux, parce que c'est complémentaire. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la réalité économique de ces systèmes de reconnaissance. Donc, eux, aujourd'hui, ils vont vers tout simplement des audits et évaluations intégrés. C'est-à-dire, finalement, on va tout optimiser. Et donc, ça va être pendant le même process, avec des compétences différentes, mais ça sera le même process. On va faire en même temps l'audit 9 000, 14 000, suivi de l'évaluation à FAC 26 000. Tout ça de façon intégrée. On a de plus en plus de cas. On a la CC du Gers qui a été évaluée par exemple, à FAC 26 000 EFQM. EFQM, qui est le modèle d'excellence managériale. Bosch à Rodez, ils ont fait 9001 EFQM à FAC 26 000. Donc, il y en a qui font au HSAS aussi. Oui. Après, le classique, en plus, les entreprises sont certifiées QSE.
pratiquement. Le FQM est intéressant parce qu'il permet justement de se benchmarker facilement. Oui, le FQM et FAC 26000 en fait reposent sur la même logique. Ce qui change, ce sont les critères. Je veux dire, mais c'est une logique effectivement où on évalue des pratiques et des résultats avec un système de scoring équilibré. Et puis bon, alors ce qui est intéressant dans l'évaluation FAC 26000, au-delà du fait que les critères d'évaluation sont orientés autour donc des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du développement durable, c'est d'avoir dans le système d'évaluation, on va interviewer des parties prenantes. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas que le travail de l'évaluateur qui va aller donc interviewer les acteurs internes de l'entreprise. Dans l'évaluation, on va interviewer, par exemple, un représentant de la collectivité locale qui va poser la question, mais SOCOA contribue au développement local, à l'ancrage territorial. Ça peut être aussi, on va sonder, je sais pas, le représentant de la CCI, on va interviewer un représentant du CHSCT ou le médecin du travail. Dire, mais SOCOA, d'un point de vue comportement vis-à-vis de ses salariés, est-ce qu'il est crédible? Voilà, donc c'est vrai que c'est un système dans l'évaluation financière. Donc non seulement on n'est pas dans une logique de conformité, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, parce que le développement durable, on est sur un domaine tellement vaste qu'il serait prétentieux, voire dangereux de dire je suis pleinement développement durable. Et en plus, donc effectivement, on évalue des pratiques et des résultats, donc comme le FQM, et en plus, effectivement, on va disposer du regard et du niveau de perception des parties prenantes. Et en fait, c'est là où on se dit, mais finalement, je bénéficie au travers d'une évaluation d'un système d'écoute des parties prenantes. Et combien ça me coûte une enquête? Si je veux faire une enquête auprès de mon personnel, si je veux faire une enquête auprès de mes parties prenantes, ça a un coût. Là, avec l'évaluation, finalement, on fait d'une pierre deux coups. On a une évaluation, plus, je dirais, un système d'écoute qui est réalisé. J'ai pas bien compris la liaison qu'il y a entre ISO 26000 et Lucie, qui est la nouvelle... Vous connaissez ça? Ouais. Lucie, le trophée Lucie. Ouais, j'en suis. Bon, effectivement, on est sur un référentiel d'engagement au niveau Lucie. C'est donc tout à fait compatible avec l'évaluation AFEC 26000. Donc, c'est vrai que pour une PME qui veut un peu commencer à mettre le pied à l'étrier, elle peut effectivement passer par la phase Lucie. Bon, l'évaluation AFEC 26000 va plus loin parce que effectivement. Sur Lucie, on est sur référentiel d'engagement. D'accord, c'est ça, c'est Lucie est le premier. Ouais. Mais bon, on va dire, il y a un partenariat entre l'agence Lucie et la Finance Certification pour justement, et l'agence Lucie a également passé un partenariat avec Vigio pour s'assurer que nos systèmes d'évaluation finalement puissent être complémentaires et compatibles. Voilà. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire sur les systèmes de reconnaissance. C'est vrai qu'après, si on regarde de façon avec un peu de recul, aujourd'hui la société, je pense que on est quand même dans une société qui s'est fortement financiarisée et judiciarisée. Okay, malheureusement, j'allais dire, le mode de preuve est déterminant et le sera de plus en plus. Que la confiance, effectivement, j'allais dire, au-delà de la confiance contractuelle, il faut se poser la question des autres sources de confiance qu'on peut apporter. On avait eu un colloque, j'allais dire, sur la santé et qualité de travail, et puis donc le professeur Debain me dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous manque dans nos organisations et dans nos relations avec l'écosystème, c'est la notion de confiance pure. La confiance pure. Celle qui se passe de contrat, celle qui se passe de certification, etc. Voilà. Je veux dire, top là dans la main et on est là pour travailler ensemble, gagnant-gagnant, et je veux dire, on se respecte mutuellement et on est là pour gagner ensemble. Et pas, je veux dire, moi, je vais te gagner toi. Et ça nous manque cruellement. Et avec la génération Y, je ne sais pas si on aura cette confiance-là, justement. Et eux, ils aspirent à cette confiance. C'est le modèle anglo-saxon surtout qui n'a pas ça. Le modèle anglo-saxon, c'est le contraire. Les agences de notation, c'est le modèle anglo-saxon. Ouais. C'est ça la question. Ouais. Donc voilà, voilà les questions qu'on se pose. Non, tout à l'heure, tu t'en parlais, mais l'approche Agenda 21 est intéressante aussi, sauf qu'elle n'est pas bouclée. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir, nous, un territoire avec le Conseil de développement qui essaierait d'aller vers cette approche-là, même s'il y a eu des hauts et des bas.
elle est plutôt en bas aujourd'hui, mais il n'y a pas de relation entre les agendas 21 et le monde de l'entreprise. C'est là que ça devient quand même embêtant. Ça commence à se créer. Alors, c'est vrai, par exemple, le Conseil général de Gironde a été une des premières collectivités en France évaluée à FAC 26 000 collectivités, donc qui est le pendant de la FAC 26 000. Et donc, c'est vrai qu'au travers de ce type d'évaluation, j'allais dire, le lien entre les acteurs de développement économique et les collectivités territoriales va se renforcer. Dans l'évaluation FAC 26 000, il y a un critère effectivement lié à l'ancrage territorial, au même titre que dans l'évaluation FAC 26 000 collectivités, il y a des critères sur le lien et les relations à bâtir avec les entreprises. Voilà. Donc ça, oui, effectivement, ça, c'est porteur. C'est porteur, enfin, comme je dirais, l'évoque le Conseil général de Gironde. Enfin, eux, ils sont à fond sur ce qu'ils appellent l'ancrage territorial de la responsabilité sociétale des organisations. Et c'est vrai que ça ne marchera que s'il y a un mouvement d'ensemble, justement, des organisations qui ont des missions et des comptes à rendre. Moi, je rêve, I have a dream, de voir peut-être dans quelques années la première ONG évaluée à FAC 26 000. Je rêve d'avoir la première centrale syndicale évaluée à FAC 26 000. ISO 26 000, la norme sur la sociétale, s'adresse à toute organisation qui a des missions et des comptes à rendre. Elle repose sur 7 principes fondamentaux. La redevabilité, c'est la capacité à rendre des comptes, la transparence, le comportement éthique, le respect des intérêts des parties prenantes, le respect de la loi, le respect des normes internationales de comportement et le respect des droits de l'homme. Une ONG ou une centrale syndicale, doit respecter ces principes-là. Mais est-ce qu'ils vont se faire évaluer? Voilà. Si je prends par exemple combien d'ONG font appel à des stagiaires qui sont payés au lance-pierre, il y a ça aussi qu'il faut comprendre et peut-être dénoncer. C'est vrai que la notion effectivement de responsabilité sociétale, on met fortement l'accent sur les entreprises, mais c'est la responsabilité sociétale des organisations avant tout. Donc, il y a les entreprises qui sont déjà bien en mouvement. Les collectivités territoriales, comme tu dis, les agendas 21, permettent quand même de mettre le pied à l'étrier. Voilà. Donc, il y a quand même une dynamique qui se crée, mais après, il y a tout le reste. Et il y a on parlait effectivement des assureurs. Est-ce que les assureurs, ça s'applique ces principes-là mais on voit que ça bouge. On parle des experts comptables qui s'intéressent à ces démarches-là. Moi, je suis en contact très étroit avec l'Union des jeunes avocats de Bordeaux. Donc les nouvelles générations d'avocats s'intéressent fortement à ces démarches de responsabilité sociétale, y compris dans leur métier, dans leur pratique. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore plein de beaux défis à relever. Merci beaucoup. Attendez, si je peux me permettre, si on voulait pérenniser aussi l'intérêt pour les certifications 9 millions, 14 millions aussi, ça serait aussi de faire du scoring, parce que il y a différents niveaux, je veux dire, d'appropriation et de déploiement, et au même titre que les 26 000, ça pourrait être aussi... Parce qu'on est conforme à 9 millions, mais jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on est de base? Est-ce qu'on est... Voilà. Ça sera un virage à prendre aussi pour nous différencier, pour apporter un crédit aussi à ces certifications. Ça fait partie, je dirais, des chantiers de la révision ISO 9001, c'est-à-dire que finalement, dire, pour faire simple, est-ce que l'ISO 9001 de demain ne sera pas la norme ISO 9004 d'aujourd'hui, qui est une norme de management de la qualité plus globale, et avec là aussi des systèmes de niveau de maturité. Donc après, est-ce qu'on pourra tendre à terme vers des certifications ISO 9000 entre guillemets à étoile? Voilà. Donc ça fait partie des gros chantiers qui vont être amorcés dans les mois à venir. Parce que c'est différenciateur, Alors, moi, je profite que vous soyez là parce qu'on a parlé par rapport à Generali le 12 février. Parce que je ne savais pas que vous étiez présent, mais alors je profite de cette occasion pour... En fait, on a décidé donc avec Generali, il y a un partenariat qui s'est instauré avec l'AFNOR, et on va organiser le premier forum des clients Generali AFNOR à Bordeaux, et ça va concerner les clients qui sont sur le sud-ouest. Voilà. Et donc, c'est le 12 février. Le centre du sud-ouest, c'est pas Bordeaux. Je sais, mais on fera, j'allais dire, message compris.
faut penser aux À l'impact extrêmes. environnemental, faut penser. Aux extrêmes. Bon, mais promis, on va faire un bis ici. Mais concrètement, on serait- Alors moi, ce qui me rassure aussi, c'est que l'Aquitaine, Non, mais... globalement, est très à l'heure dans ce domaine-là. Oui, je confirme. Et, On et vu par un Parisien, ça paraît à peu près évident. C'est le bon sens. Agen a lancé un colloque sur le bien-être national. Eh ben, il y avait plein de monde. Et donc, de cette façon, c'est assez rassurant. Alors après, c'est pas parfait parce que aller de Hendaye à Bordeaux, c'est plus long que d'aller. Tu me diras, c'est comme pour aller de Bordeaux à Bordeaux, parce que dans certains cas, tu mets 3 heures. Mais Ouais. après, c'est à nous à faire. Ouais. Mais je dis, alors c'est vrai que là, on fait souvent parce qu'en fait, on veut le faire avec l'ensemble des clients du sud-ouest. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et Midi-Pyrénées. Voilà. Mais bon, c'est un premier test. Et enfin bon, si vous êtes disponible le 12 février, ça serait génial. Même si vous êtes disponible pour témoigner, ça serait encore plus génial. Merci beaucoup. Merci. Merci.